Hello tout le monde, voilà, on va démarrer notre séance. Définissez les bases de votre CRM avec HubSpot. Donc aujourd'hui, je me présente tout d'abord. Je suis Marc Isaac, je suis consultant CRM chez Copernic, agence élite et partenaire numéro 1 mondial de l'année. Chez Copernic, nous sommes des intégrateurs et des experts de l'intégration de la solution HubSpot Marketing, Sales, Service, CMS et Operations dans les organisations qui souhaitent gagner en performance tout en optimisant leur processus et en accélérant leur croissance. Donc, aujourd'hui, la séance, ça sera poser ou redéfinissez les bases de votre CRM. Le contexte, ça sera comment paramétrer le CRM pour qu'il soit pour qu'il s'adapte parfaitement à votre fonctionnement en interne. Et le but de cette séance à la fin, c'est de savoir configurer la plateforme, paramétrer les propriétés et les objets pour faire de votre CRM un outil qui semble avoir été conçu spécialement pour votre entreprise. Donc, l'agenda d'aujourd'hui, on a 3 grands chapitres qu'on va aborder ensemble. Il y a comprendre la logique CRM HubSpot. Ensuite, on va paramétrer l'espace de travail pour s'adapter à ses besoins. Et la dernière chose, ça sera les bonnes pratiques pour éviter un CRM pour avoir un CRM structuré, et éviter l'usine à gaz. Donc, tout d'abord, on va comprendre la logique CRM HubSpot, les données, les objets et les propriétés. Donc, il existe de nombreuses façons différentes de représenter vos données dans HubSpot, mais ne vous laissez pas submerger. Si vous vous demandez comment représenter un type particulier de données, voici les 5 questions qui vous aideront à savoir la réponse. Donc, on va les prendre une par une avec les détails de chacune. Donc, la première, c'est quelle est la source primaire de mes données? Donc, est-ce que c'est HubSpot ou c'est un système externe à HubSpot? La source primaire est l'enregistrement primaire des données. Elles peuvent entrer et sortir d'autres systèmes. Mais la source de vérité est le système auquel vous vous adressez pour obtenir l'information la plus complète et la plus précise. Par exemple, aujourd'hui, si vous utilisez HubSpot Sales et si un commercial cherche à avoir une information commerciale, par exemple le montant d'une certaine transaction en cours, donc HubSpot sera toujours votre source primaire. Il peut arriver que vous souhaitiez utiliser un système autre que SalesHub comme votre source primaire de données. Par exemple, si vous avez un système de suivi de candidats où vous gérez vos efforts de recrutement, vous voulez probablement en fait que ce système soit votre source primaire des informations sur les candidats. Donc, dans ce cas, vous allez avoir besoin des extensions CRM. Les extensions CRM sont comme des fenêtres dans d'autres systèmes. Ils vous permettent de visualiser et de modifier les données d'une plateforme sans avoir à quitter HubSpot ou à ouvrir un nouveau onglet. Dans l'exemple affiché ici, on a PandaDoc, qui est un outil de signature de contrat, et qui est intégré et qui s'affiche sur la fiche information d'un contact. Il vous suffit d'ouvrir l'enregistrement approprié et de trouver l'extension dans la barre latérale gauche ou droite de votre fiche d'information. Donc, s'il fait de visionner et modifier des données dans HubSpot, c'est tout ce que vous avez besoin, donc les extensions CRM sont la solution pour vous. Mais si vous avez besoin de les modifier, de les utiliser dans des workflows, là, ça risque de ne pas faire l'affaire. Donc, les avantages des extensions CRM, c'est que vous pouvez juste visualiser et éditer vos données depuis votre HubSpot. Mais il y a beaucoup plus de limites parce que les extensions CRM ne peuvent pas être utilisées pour créer des listes segmentées, ne peuvent pas être utilisées pour déclencher des workflows, ne peuvent pas être utilisées dans des rapports HubSpot et ne sont pas visibles sur l'application mobile de HubSpot.
Donc, si vous avez besoin d'utiliser des données dans des outils HubSpot, donc les extensions CRM n'est pas la solution pour vous. Et donc, passons à la prochaine question. La prochaine question. Est-ce que les données sont dynamiques ou immuables? Les données dynamiques peuvent être mises à jour au fil du temps. Les données immuables ne peuvent pas être modifiées, ce qui est idéal si vous essayez de capturer un moment particulier dans le temps. Pensez par exemple à la différence entre un numéro de téléphone et un appel téléphonique. Si vous stockez le numéro de téléphone d'une personne, vous voulez que ces données soient dynamiques, afin qu'elles puissent être mises à jour si le numéro change. De plus, vous voulez que la date, l'heure, la durée, le résultat et les notes soient immuables, afin d'être sûr que les détails sont exacts. En outre, vous souhaitiez que chaque appel téléphonique soit enregistré séparément, afin que les informations ne soient pas perdues. Donc, pour stocker des données immuables dans HubSpot, il va falloir utiliser les activités sur les fiches d'information. Les activités sont des représentations immuables des interactions qui ont eu lieu à un moment précis dans le temps. Ces informations apparaissent sur les lignes de temps de votre enregistrement CRM. Comme on peut voir ici sur la capture d'écran, on a les activités en haut. Il y a les activités, là en fait c'est pour les filtrer, afficher et ne pas afficher certaines activités. Sinon, les notes, les emails, les appels, les tâches et les réunions, ils sont là soit en fait pour consigner à la manuelle, à la mano, vos notes, vos emails, vos appels, vos tâches, ou vous pouvez même automatiser cela si vous avez un outil d'appel connecté à HubSpot, si vous avez des liens de rendez-vous et ainsi de suite. Les données des activités sont stockées dans HubSpot. Donc, vous pouvez les utiliser pour segmenter des listes, pour déclencher des workflows, pour générer des rapports et pour mettre à jour d'autres propriétés de l'enregistrement associé. De plus, il n'y a pas de limite à l'historique d'un événement chronologique. Vous avez conçu une appel depuis 2016, par exemple, elle restera toujours là, elle ne sera jamais supprimée. La seule véritable limitation est que vous ne pouvez pas visualiser ces données sur l'application mobile de HubSpot. Donc, si vous voulez que vos données soient stockées en externe, vous allez utiliser les extensions CRM. Si vous voulez des représentations immuables de vos données dans HubSpot, vous utiliserez les activités et les filtres d'activité qui font avec. Donc, ces deux solutions s'appuient sur les API de HubSpot. Il se peut que vous deviez effectuer un peu de travail de développement pour les faire fonctionner. Mais n'ayez pas peur, les outils HubSpot qui s'intègrent à HubSpot reposent sur ces mêmes API. Donc, avant de se lancer dans n'importe quel chantier d'intégration HubSpot, il suffit d'aller vérifier tout d'abord la marketplace sur HubSpot pour trouver s'il y a une intégration déjà prête à être employée. Donc, n'hésitez pas à consulter le marché d'application parce que si vous vous lancez dans le développement, c'est un sacré travail. On passe à la troisième question. Comment mes données seront-elles liées à d'autres données? Considérez ces données comme une note post-it attachée à un enregistrement dans votre CRM. Un enregistrement peut-il avoir besoin de plus d'une seule note post-it? Le but de cette question est de savoir si on a une relation 1 à 1 ou 1 à plusieurs avec les données de votre CRM. Imaginons que vous gérez un business e-commerce. Si vous expédiez vos produits à vos clients, vous pouvez limiter vos clients à une seule adresse de facturation, mais les autoriser à avoir plusieurs adresses de livraison. Dans ce cas, l'adresse de facturation va avoir une relation one-to-one
avec le contact. Et pour les adresses de facturation, ça sera une relation 1 à plusieurs, one to many. Si vous souhaitez que vos données aient une relation one-to-one avec un enregistrement CRM, pensez à créer des propriétés personnalisées. Les propriétés personnalisées ou les propriétés custom, ce sont des représentations dynamiques d'éléments individuels de données. Elles peuvent stocker du texte, du chiffre, des dates, des fichiers, des calculs et plein d'autres données aussi. Bon, mais comme chaque solution, il y a des avantages et il y a des limites et des inconvénients. Donc, les propriétés personnalisées offrent de nombreuses façons de gérer les données dans HubSpot. Vous pouvez visualiser et modifier les données dans la barre latérale de votre enregistrement. Vous pouvez les utiliser pour segmenter des listes de contacts. Vous pouvez, contacts ou entreprises ou transactions, bien évidemment. Vous pouvez les utiliser pour les mettre à jour à l'aide des workflows. Vous pouvez les utiliser pour déclencher des workflows. Vous pouvez les utiliser pour créer des rapports dans HubSpot. Mais toutefois, il y a certaines limites. Les propriétés custom ne peuvent pas contenir plus que 5 valeurs historiques. Par conséquent, si une propriété est mise à jour plus que 5 fois, vous perdez la possibilité de voir les détails antérieurs. Si les enregistrements historiques sont importants pour les données que vous stockez, envisagez d'utiliser les activités pour capturer un moment des données pour capturer un moment donné de votre donnée. En outre, si vous stockez plusieurs données différentes, vous avez besoin d'une propriété pour chacune d'entre elles, ce qui peut rapidement devenir désordonné. Si ce n'est pas un problème pour une adresse de facturation, par exemple, pour l'exemple, vous n'avez besoin que de quelques informations. Mais si vous stockez des données complexes, vous risquez de devoir jongler avec de nombreuses propriétés personnalisées. Il est important de noter que selon la version HubSpot que vous utilisez, vous pouvez être limité dans le nombre de propriétés personnalisées que vous pouvez créer. Nous sommes arrivés à 3 questions avec 3 solutions potentielles. Si rien de tout cela ne correspond exactement à ce que vous cherchez, vous allez probablement avoir besoin d'un objet personnalisé pour représenter vos données. Donc, les objets. Les objets, représentent un type spécifique de données dont votre entreprise possède un processus de suivi. Dans HubSpot, on a les contacts, les entreprises et les transactions et les tickets sont les objets standards de HubSpot. Il y en a quelques-uns supplémentaires au-delà de ces 4-là et vous pouvez même créer des objets personnalisés. Mais il faut noter en fait que tous les objets ont des propriétés et peuvent être associés à d'autres objets, quels que soient ces standards ou custom. Donc, passons à la question d'après. Les données que j'ai, est-ce qu'elles seront utilisées en interne ou en externe? Le fait de savoir en fait qui utilisera ces données va déterminer la manière dont vous les stockez et les organisez dans HubSpot. Donc, on va commencer par l'exemple de l'externe. Dans ce cas, HubSpot a des outils très cool pour transformer vos données en pages de site web. Ben, on parle ici d'externe de site web pour être clair là-dessus. Donc, pour cela, vous avez le HubDB. HubDB de HubSpot est un excellent outil pour transformer des données de type objet en page web. HubDB est un magasin de données relationnelles représenté par des lignes et des colonnes et des cellules dans un tableau, comme une feuille de calcul sur Excel ou sur Google Sheet. Avec HubDB, votre site web peut extraire les données directement de ces tableaux et cela peut être particulièrement utile pour les informations utilisées à plusieurs endroits sur votre site web. Je vous donne un exemple ici pour faire plus clair. Si vous êtes par exemple une société d'édition, vous pouvez créer une table de vos auteurs et une autre table de vos livres.
Et vous pouvez les connecter ces tables ensemble, l'une à l'autre. Et HubDB peut alors créer des pages web pour chaque livre et chaque auteur. Et lorsque vous mettez à jour vos tables, votre site web il sera mis à jour automatiquement. Donc, pas besoin de jongler entre le CMS et HubSpot, même si votre site il est hébergé sur le CMS de HubSpot. Là, c'est beaucoup plus pratique et plus facile à gérer. Le deuxième outil, en fait, pour l'usage en externe, c'est le gestionnaire de conception. Il y a aussi le gestionnaire de conception, c'est le Design Manager, qui est idéal pour stocker vos données de type HTML, JSON, XML et les données non structurées. Donc, si vous voulez alimenter votre site web en données, utilisez les outils de contenu de HubSpot, comme on vient de le voir ensemble. Si vos données sont destinées à des fins internes, si ce sont des données que vos équipes market de vente de services clientèle utilisent et mettent à jour quotidiennement, vous allez avoir besoin d'un véritable objet CRM pour stocker vos données. Jusque-là, nous avons vu 4 questions avec 4 solutions différentes. Si aucun de cela ne vous convient pas, donc la solution, c'est la création d'un objet custom. Et c'est la solution la plus fastidieuse. C'est pour cela qu'on la laisse à la fin. Et on passe à la 5e question et la dernière. Donc, est-ce que les données sont-elles une sous-catégorie d'autres données? Donc, les données sont... est-ce que... il faut poser la question, est-ce que les données sont une sous-catégorie d'une autre groupe plus importante? Parce qu'il faut penser 1000 fois avant de se lancer dans les objets custom. Et il faut chercher minutieusement l'origine des données pour savoir si elles sont des sous-catégories d'autres catégories de données ou pas. Parce que les données qui se chevauchent peuvent entraîner de lourdes complications, notamment si votre plateforme est devenue active et que vous avez déjà de la data sur la plateforme. Donc, je vous donne un exemple ici. Si vous êtes un vétérinaire, vous voudrez peut-être avoir un objet qui représente les chiens et un autre qui représente les chats et un troisième qui représente les oiseaux. Vous pouvez aussi créer un seul objet qui s'appelle Pets ou Animals ou Animaux de compagnie et représenter les chiens et les chats et les oiseaux à l'aide de ce seul objet. Il peut être difficile de décider la voie à suivre, car vous devez trouver l'équilibre entre la flexibilité et la granularité. Donc, pour continuer sur l'exemple de vétérinaire, imaginons aujourd'hui que vous créez un objet animal de compagnie. Vous pouvez organiser les différents types d'animaux en créant une propriété déroulante personnalisée qui s'appelle type d'animal, avec une option autre pour tenir compte en fait des animaux uniques qu'apportent vos clients. Il s'agit d'une solution flexible. Mais imaginez maintenant en fait que vous avez un objet animal dans votre CRM avec une propriété déroulante type d'animal. De quelle propriété supplémentaire aurez-vous besoin? Pour les chiens et les chats, par exemple, vous allez avoir besoin de la race, la couleur, la taille. Mais si vous traitez également des poissons, vous allez avoir besoin d'autres propriétés relatives aux poissons, comme par exemple l'eau douce ou l'eau salée. Donc, dans notre cas, les propriétés des chiens et des chats ne sont pas pertinentes pour les enregistrements relatifs aux poissons et les propriétés des poissons ne sont pas pertinentes pour les enregistrements relatifs aux chiens et chats. Mais chaque enregistrement possède toutes les propriétés. Donc, si vous avez besoin de détails granulaires sur chaque enregistrement, il est préférable d'avoir d'objets différents par chaque type d'animal. Et donc, cela peut devenir très vite, très compliqué. Et il va falloir zoomer un peu, faire un zoom out pour voir en fait, pourquoi pas si on fait des objets par type d'animaux, par exemple les mammifères, les reptiles et ainsi de suite. Et donc, c'est là qu'il faut vérifier, avoir l'équilibre entre la flexibilité et la granularité. Donc, avant de se lancer dans la création des objets custom, il faut savoir ce qu'on a par défaut
en standard sur HubSpot. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, dans HubSpot, les contacts, les entreprises, les transactions, les tickets sont tous des objets. Il existe des objets supplémentaires au-delà de ces quatre-là et des objets personnalisés que vous pouvez créer si nécessaire. Mais tous les objets peuvent se lier à d'autres objets. Donc, HubSpot offre une bibliothèque d'objets standards en plus de la possibilité de créer des objets personnalisés. Donc, si vous êtes vraiment enthousiaste à l'idée de créer un objet personnalisé, il peut être difficile de ralentir et d'envisager d'utiliser des objets standards. Mais vous devrez absolument le faire. Ça reste complémentaire. Les objets custom, ça reste complémentaire, mais les contacts, les entreprises, les transactions restent la base et ça sert à rien de créer un objet, par exemple, qui va contenir les contacts, parce qu'il y a déjà l'objet contact par défaut. Donc, les objets standards de HubSpot ont été conçus pour accomplir une tâche particulière de manière particulièrement efficace et possèdent des caractéristiques qui seraient difficiles de recréer dans un objet personnalisé. Ces caractéristiques, en fait, sont comme des super pouvoirs de chaque objet. Et chaque objet, on possède au minimum un. Donc, comme vous pouvez le voir ici, tout d'abord, on a les contacts qui représentent les personnes et le super pouvoir ici, c'est que cela peut être utilisé pour l'envoi des emails market. Tout simplement parce que c'est les contacts qui contiennent les adresses email. Les entreprises qui représentent les organisations sont enrichies automatiquement vu l'intelligence artificielle de HubSpot avec des informations publiques. Donc, pour, par exemple, l'objet entreprise, vous n'avez pas besoin de remplir toutes les informations sur votre entreprise. Il vous suffit de remplir, en créant une entreprise, de remplir uniquement le champ nom de domaine de l'entreprise, qui est le site, tout simplement. Et HubSpot va se charger de trouver toutes les informations légales disponibles en ligne sur cette entreprise. Nom, prénom, chiffre d'affaires, effectif, et ainsi de suite. Adresse, numéro de téléphone, page LinkedIn, bien sûr, et plein d'autres choses. Ensuite, on a l'objet transaction, qui représente les ventes potentielles et qui est la base pour créer des rapports d'attribution de revenus et qui est actuellement la base pour l'outil Forecast de HubSpot. Les tickets, qui représentent les demandes de support, peuvent être créés automatiquement par les emails et les chats. Les produits, ce sont les biens ou les services, peuvent générer des lignes de produits pour les transactions et pour les devis. Hop. Donc, si aucun de ces objets ne vous convient, et si vos données ne vont pas bénéficier d'aucun de ces super pouvoirs, alors vous devez créer un objet personnalisé. Les objets personnalisés se présentent et se comportent comme des objets standards. Ils contiennent des fiches d'information dans lesquelles il y a des propriétés, des activités, des associations. Vous pouvez les filtrer, vous pouvez les afficher sur l'application mobile, vous pouvez les utiliser dans des workflows, quel que soit en fait pour déclencher ou pour être mis à jour via des workflows. Ils font tout ce que vous attendez d'un objet dans HubSpot. Et tout simplement, le super pouvoir d'un objet custom, c'est que vous pouvez l'utiliser pour ce que vous voulez exactement. Mais faites gaffe, munissez-vous bien d'un dev passionné, parce que c'est une tâche c'est un chantier, c'est pas une tâche. Donc, ensuite, les propriétés. Les propriétés sont des champs que vous utilisez pour stocker les informations sur vos objets, contact, information, transaction. Il est possible de prévoir des propriétés supplémentaires, qu'on appelle des propriétés custom ou personnalisées, pour recueillir plus d'informations sur votre processus de market, vente, service ou d'autres processus. Vous pouvez avoir jusqu'à 1000 propriétés par objet. Donc, pour résumer le premier chapitre, on a
si on a notre source primaire de données et en dehors de HubSpot, il faut utiliser les extensions CRM. Si mes données sont si je cherche à avoir des données immuables, les activités. Si je cherche des données qui ont une relation 1 à 1 avec d'autres objets dans HubSpot, donc ça sera les propriétés custom. Si on a une relation 1 à plusieurs, il faut vérifier c'est en interne ou en externe. Si c'est en externe, ça sera le HubDB et le gestionnaire de conception. Si c'est en interne, ça sera les objets custom. Passons au chapitre d'après. Donc, on va paramétrer un espace de travail adapté à ses besoins. Hop, bon, avant d'arriver là, une seconde, hop, non. Voilà. Donc, en étant un représentant commercial, j'imagine que ça serait un peu embarrassant en fait de passer un appel à un prospect et d'oublier son prénom, ou d'oublier son dernier achat de produit, ou de mentionner le mauvais titre de son poste. Et donc, établir la bonne relation et envoyer le bon message au bon moment commence par la gestion des propriétés. La gestion des propriétés dans HubSpot. Pourquoi? La gestion des propriétés est une stratégie visant à organiser les informations dans un système pour communiquer, établir des rapports, recevoir du contexte historique sur le processus market, vente, sales de votre entreprise. Donc, le fait de documenter les bonnes informations à chaque étape de votre processus de vente est l'un des moyens les plus simples pour conclure davantage d'affaires. Qu'il s'agisse d'envoyer un document pertinent par email ou les appeler dans un bon fuseau horaire, tout se résume aux données contenues dans votre CRM. Une documentation organisée est également importante pour comprendre d'où vient votre activité et vous donne la possibilité de rendre compte de ces résultats pour prendre des décisions financières. La gestion des propriétés est un élément important de l'organisation de votre CRM et vous permettra à votre entreprise, bien évidemment, de réussir et de croître. Mais comment? Voyons comment la gestion des biens est organisée dans HubSpot et comment votre entreprise peut créer une feuille de route efficace pour la gestion des biens. Des données, pardon. Les gestions des propriétés est axée sur l'utilisation d'un logiciel comme HubSpot pour stocker les propriétés que vous créez afin d'ajouter du contexte à vos contacts, entreprises, transactions ou tickets. C'est basé sur la mise à jour de vos données et informations que vous puissiez offrir pour que vous puissiez offrir l'expérience la plus personnalisée à vos clients. Lorsque vous commencez à gérer les propriétés dans HubSpot, vous allez utiliser quelques composants différents dans votre CRM HubSpot. Il s'agit notamment des propriétés de votre contact, entreprise, transaction et vos objets custom. Chaque propriété correspond à un groupe spécifique d'objets. Par exemple, la propriété numéro de téléphone appartient au groupe de propriétés de l'objet contact et ne peut pas être stocké dans l'objet transaction. Sauf si vous la créez en fait sur les transactions et vous mettez en place bien sûr un petit workflow de copie de propriété. Mais la gestion de propriété est la manière dont vous adaptez le CRM HubSpot aux besoins de votre entreprise et dont vous standardisez les bonnes habitudes de vente dès le départ. Donc, pour commencer à comprendre comment la gestion de propriété va fonctionner pour votre entreprise, commencez à explorer ces 3 questions. Quelles sont les données qu'il est important de recueillir pour votre entreprise? Comment la recherche d'informations s'intègre-t-elle dans le style de travail de vos équipes? À quelle étape de phase de cycle de vente devez-vous faire remonter des informations spécifiques?
prenons un exemple, en fait. Par exemple, le saisie de la ville où se trouve un contact peut être extrêmement important pour la structure de vos équipes de vente, dans le cas où vos équipes de vente sont divisées par région. Et donc, ça sera cette propriété ville ou région, la base en fait d'un petit workflow qui va faire l'attribution automatique aux différents commerciaux de votre équipe. Pour mettre en œuvre votre stratégie de gestion de propriétés dans HubSpot, vous pouvez créer des propriétés et des groupes de propriétés personnalisés pour capturer les bonnes informations. Donc, on va passer sur un petit cas pratique pour personnaliser les fiches d'information. En fait, ouais, si quelqu'un a des questions ici avant qu'on se lance dans notre cas pratique, je vous invite à poser vos questions directes dans l'onglet questions ici pour que je puisse les voir et vous répondre. Donc, le premier cas pratique, ce sera la personnalisation des fiches d'information et on a ici plusieurs niveaux de personnalisation qu'on peut faire. Donc, pour cela, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Vous voyez mon écran? Je pense que oui. Oui, d'accord. Donc, pour personnaliser vos fiches d'information, bon, la première chose, on va prendre un contact, une fiche d'information, parce que la même manipulation va s'appliquer sur vos fiches contact, transactions ou entreprises. Donc, prenons par exemple cette fiche contact. Et du coup, les premières propriétés à regarder, ils seront la barre latérale gauche de votre fiche contact. Donc, la section à propos de ce contact, l'email, numéro de téléphone et ainsi de suite. Vous, en tant qu'utilisateur d'HubSpot, vous ne trouvez pas ici les données les plus pertinentes pour vous et pour votre travail. Donc, il va falloir aller appuyer sur afficher toutes les propriétés, et tout en bas en fait de votre section, à gauche. Et ici, vous allez arriver sur le listing de toutes les propriétés contact qu'on a, quel que soit ils ont une valeur pour ce contact ou pas. Donc, moi, par exemple, je veux afficher l'adresse postale, par exemple. Je veux afficher la date de conversion en client, par exemple, et son ID. Hop. Comme ça, je les ajoute. Quand je les ajoute, je vais avoir le petit signe en vert là. Et ensuite, je peux les déplacer ici. C'est un système de drag and drop très facile à utiliser pour organiser l'ordre de vos propriétés dans HubSpot. Voilà. Quand vous avez fini, vous pouvez tout simplement revenir à votre fiche contact ou vous pouvez rétablir la valeur par défaut de votre compte si vous avez foutu un peu n'importe quoi et que vous voulez commencer à zéro. Donc, on a mis les propriétés, on a gardé quelques-unes, on peut en supprimer quelques-unes d'autres et on revient sur notre fiche contact.
Et là, je vais avoir les propriétés que j'ai ajoutées. Adresse postale, ID du contact et les autres qui étaient déjà là. Donc, ça sera le premier niveau de personnalisation de fiches d'information. OK? Deuxième chose, c'est au niveau des activités ici. Vous pouvez appuyer sur le filtre d'activité et choisir uniquement les activités que vous voulez suivre. Appel email, rendez-vous, tac, tac, tac. Par exemple, si vous êtes un commercial ou dans l'équipe market, peut-être que vous n'avez pas besoin de savoir le contact a été inscrit dans combien de workflows dans sa vie. Donc, vous pouvez décocher celle-là, par exemple. Et vous faites votre choix et vous fermez et vous avez le listing qui va s'afficher ça ici selon la data qu'on a sur le contact. Donc ça, c'est le premier niveau, premier et deuxième niveau de personnalisation. Il y a un troisième niveau de personnalisation qui sont les barres latérales par défaut ici. Parce que là, en fait, ce que vous faites, en changeant les propriétés ici, cela va s'appliquer uniquement pour vous, pour votre compte, et pas pour vos collègues ou toute l'entreprise. Et cela va s'appliquer également sur toutes les fiches contacts que vous avez. Donc, toute modification sur les contacts va s'appliquer sur tous les contacts, entreprise sur toutes les entreprises, transactions sur toutes les transactions, et ainsi de suite. Mais imaginons que vous voulez modifier l'affichage par défaut de votre section à propos de ce contact. Donc, ici, il va falloir aller dans les paramètres de vos comptes, ici en haut, à côté de votre photo, la petite roue. Et après, vous arrivez ici, dans les paramètres de votre objet contact. Vous allez sur l'onglet personnaliser les fiches d'information. Et là, on arrive en fait sur le paramétrage. On a plusieurs niveaux de paramétrage à faire ici. Notez bien que là, en fait, soit vous avez les autorisations de faire cela, soit vous êtes administrateur de votre plateforme. Sinon, vous n'allez pas pouvoir modifier cela. Donc, les fiches d'information. Seconde, Samoun. Les objets. Oh. Hop. Je vais dans mon objet là, les contacts. Donc, on revient sur notre exemple. Excusez-moi, il y a eu un petit souci technique. Donc, on a dit en fait, pour personnaliser les barres latérales de vos fiches d'information. Donc, la première chose, ça sera les cartes d'association avec les contacts. Les cartes d'association avec les contacts, ça sera en fait l'affichage de vos propriétés dans les autres, de vos objets dans d'autres objets. Par exemple, si vous êtes dans les transactions ou les entreprises et vous avez des contacts associés, ces contacts associés seront affichés sur la même fiche d'information sur la droite. Et donc, donc ça s'appelle des cartes. Et pour les modifier ces cartes ou les propriétés affichées dans ces cartes, vous avez la possibilité de modifier 2 propriétés uniquement parmi les 4 affichées. La première, c'est le nom-prénom du contact. La deuxième, c'est l'intitulé du poste qui n'est pas modifiable, même si vous avez la licence Enterprise. Et la dernière, les dernières, c'est email et numéro de téléphone. Là, ça, je peux le changer. Je peux mettre, par exemple, fuseau horaire et date de naissance, par exemple.
si c'est ça la data que je cherche à avoir. Donc, si ce sont les datas les plus importantes pour moi dans les associations, donc je les affiche et je sauvegarde. Sinon, revenons sur l'exemple de la barre latérale gauche, donc à propos. Donc, pour cela, il faut aller ici, barre latérale des propriétés par défaut, et il faut sélectionner des propriétés de la barre latérale par défaut. Donc, j'appuie ici, il m'affiche une petite fenêtre là, j'appuie sur modifier, et là, j'arrive sur mes différentes sections. Donc, moi, dans mon exemple, j'ai plusieurs sections. À propos, adresse et AirCall. AirCall, c'est notre solution de téléphonie. Et donc, tout simplement, prenons la section à propos. Et là, je peux checker les propriétés que j'ai. Là, en fait, j'ai tout le listing des propriétés contact que j'ai sur ma plateforme, listé dans chacun dans son groupe. Donc, par exemple, moi, je veux ajouter l'adresse postale. Hop. Et je veux avoir le chiffre d'affaires. Voilà, il faut juste les cocher, ils vont s'afficher ici. Et après, c'est également un système de drag and drop comme on a vu tout à l'heure pour les organiser. Donc ça, c'est ma première section. Et si vous avez une licence pro, vous pouvez ajouter d'autres sections. OK, et vous pouvez les appeler comme vous voulez, section 2. Vous pouvez commencer à les utiliser pour ajouter des propriétés et les organiser comme vous voulez. Si vous êtes en enterprise, vous avez également cette possibilité. Mais si vous êtes en starter, vous n'avez pas la possibilité d'ajouter d'autres sections. Vous êtes limité à la section à propos de ce contact et c'est tout. Donc là, c'était la modification de la barre latérale gauche de votre fiche d'information contact. Notez-le bien, cela s'applique sur les différentes fiches d'information que vous avez sur HubSpot. Donc, il suffit de choisir l'objet et personnaliser ces fiches d'information. Donc, en fait, vous allez ici, vos objets dans vos paramètres, les contacts, les entreprises, les transactions, et vous allez avoir exactement le même affichage qu'on a pour les contacts. Et exactement les mêmes manipulations. Donc voilà, les fiches d'information, là, et c'est la même chose. Et là, en fait, je suis sur l'objet entreprise. OK, donc, la dernière chose, au niveau de personnalisation de vos fiches d'information, ça sera la création des barres latérales, mais personnalisées par équipe. Ça, c'est disponible uniquement pour les licences Enterprise. D'accord? Donc, pour faire ceci, il faut appuyer sur créer une barre latérale, là en bas à droite. Vous choisissez, en fait, vous voulez ça pour quel type d'enregistrement. Donc, moi, je vais faire ça pour les contacts, par exemple. Et ici, vous allez avoir la même manipulation à faire exactement, des sections à ajouter. Dans chaque section, j'ajoute les propriétés que je souhaite ajouter. Et ensuite, je vais, avec le petit bouton tout en haut au milieu, là, je vais attribuer ma vue à une équipe spécifique. Par exemple, ça sera une vue pour l'équipe Sales uniquement. Et du coup, quand je fais ça, l'équipe market, si j'ai une équipe market, l'équipe market, il ne va pas avoir la vue sur, il ne va pas avoir cette vue. Soit ils vont avoir la vue par défaut que j'ai paramétré tout à l'heure, soit ils vont avoir une vue spécifique pour eux si je leur crée une vue spécifique comme je fais actuellement pour l'équipe sales.
J'ajoute mon propriété, tout est OK pour moi, tac, tac, j'enregistre et je publie. Comme ça, toute personne appartenant à l'équipe Sales vont avoir cette vue. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? OK. OK, s'il n'y a pas de questions, je continue. Et donc, il reste un dernier paramétrage en fait de vue que vous pouvez avoir. Et ça aussi, c'est comme la section à propos. Soit en fait vous le faites pour vous, soit en fait c'est pour l'entreprise. Donc, je vais vous montrer, il s'agit de quoi. Donc, la dernière vue dont je vous parlais, c'est les vues par défaut en fait de vos objets, ce listing-là. Nom, email, numéro de téléphone, propriétaire, nanana. Donc, si vous voulez avoir un affichage spécifique pour vous, par exemple, le numéro de téléphone, ça sert à rien. Donc, vous pouvez modifier cette vue uniquement pour vous également. Donc, pour cela, il faut aller sur ajouter une vue, ici, ajouter, créer une nouvelle vue. Et là, HubSpot va vous poser la question, en fait, vous voulez que ça soit une vue uniquement pour vous, privée, ou est-ce que vous voulez que ça soit partagé avec tout le monde? Donc, pour cet exemple, moi, je vais le mettre en privé, juste pour moi, et je vais enregistrer. Du coup, j'ai ma vue qui est affichée là, en fait, dans la barre supérieure. J'ai le test qui est affiché là, que je viens de créer. Et du coup, j'ai rien changé encore parce que j'ai toujours les mêmes propriétés. Et donc, le but, c'est bien sûr de changer les propriétés que j'ai ici. Et donc, pour cela, j'appuie sur Action du tableau, modifier les colonnes. Et là, je peux changer les propriétés que j'ai dans mon listing. Par exemple, moi, je veux savoir l'entreprise associée et les transactions associées. Hop. Donc voilà, j'ai ajouté les propriétés souhaitées à ma vue. J'applique. Et là, HubSpot va mettre à jour mes colonnes. Bon, là, pour cet exemple, j'ai des contacts qui n'ont pas de transactions associées, mais d'autres qui ont des transactions associées. Donc, ceux qui ont des transactions associées, elles seraient affichées là. Si c'est une transaction, il va afficher le nom de la transaction. S'il y en a plusieurs, il va les afficher comme les entreprises associées ici. Donc, deux fiches d'information. OK, donc j'ajoute mes propriétés comme je veux dans mon listing. Je peux même ajouter un filtre à ma vue. Par exemple, je veux uniquement les contacts qui ont comme phase de cycle de vie, lead qualifié par le marketing et lead qualifié par l'équipe commerciale. Hop, j'ajoute mon petit filtre. Je vais faire. Comme ça, j'ai une vue 100% adaptée à moi. J'ai les contacts filtrés comme je le veux exactement. J'ai les colonnes que je souhaite voir sans avoir à jongler en fait dans chaque fiche d'information. Si tout est OK pour moi, je vais ici, il y a sauvegarder la vue.
et hop, j'enregistre. Et soit en fait j'enregistre sur la vue que je viens de créer, la tasse T2, soit je peux enregistrer une nouvelle vue. Donc c'est à vous de choisir ici. Et comme ça, j'ai enregistré ma vue sur HubSpot. Et donc, quand vous allez changer d'objet ou de page dans HubSpot, cela va disparaître. Donc, soit en fait vous l'épinglez ici pour qu'il soit toujours là comme les autres par défaut. Et vous allez avoir la petite icône ici. Ou sinon, si vous ne voulez pas l'épingler, vous pouvez avoir toujours accès via cela, toutes les vues. Si j'appuie sur toutes les vues, je vais avoir les vues standards par défaut de HubSpot, les vues créées par moi et les vues créées par d'autres personnes. Et donc, voilà, je peux même les cloner, je peux les supprimer, je peux les exporter, je peux les partager et bien sûr les renommer ou utiliser ce type de data pour créer un rapport sur HubSpot après. Donc voilà, on a vu comme ça plusieurs niveaux de personnalisation. On a vu la personnalisation de la section de vos fiches d'information. On a vu la personnalisation de tous vos listes de contacts et entreprises. On a vu également le paramétrage des vues par équipe au cas où en fait vous avez la licence Enterprise. Et voilà, c'est ça, tous les niveaux de personnalisation que vous pouvez avoir pour le moment. Et donc, revenons en fait sur notre fameuse presse et continuons en fait sur le troisième chapitre qui est titré les bonnes pratiques pour un CRM structuré et éviter l'usine à gaz. Donc, on va aborder plusieurs sujets ici. On va aborder la segmentation des leads. On va aborder la bonne qualification des leads pour vos équipes market. Et la dernière chose, ça sera comment faire un import dans HubSpot. Seconde. Tac. Hop. Donc, imaginons en fait votre équipe marketing est responsable de plusieurs activités de gestion de prospects. Non seulement elle est chargée de générer de nouveaux leads, mais elle est également censée fournir des leads qualifiés à votre équipe de vente. Mais comment identifier les prospects qui ont besoin d'une stratégie de nurturing plus poussée et comment identifier ceux qu'il faut transmettre vers les équipes sales et comment connaître les meilleurs moyens pour les nurturer. Le nurturer, ça veut dire les nourrir ici. Et donc, c'est que la segmentation en fait des leads qui peuvent vous aider ici. Donc, la segmentation des leads consiste à diviser vos contacts en sous-groupes appelés segments sur la base de caractéristiques communes. Même si chacun de vos prospects a choisi de recevoir des communications de votre part, vous devez vous demander si ce contenu est pertinent pour chacun d'entre eux. Probablement pas. Donc, plutôt que deviner et d'espérer le meilleur résultat pour chaque email, la segmentation vous aidera à identifier et à organiser vos leads en fonction de leurs objectifs, de leurs besoins et de leur endroit, où ils se trouvent en fait dans leur buyer journey, leur parcours d'achat selon le parcours défini par votre entreprise. De cette façon, vous n'envoyez que le contenu le plus utile et le plus pertinent dans chaque email. Et vous verrez vos stats décoller si vous appliquez la segmentation de leads. Donc, lorsqu'il s'agit de développement des campagnes de lead nurturing, des campagnes de maturation de prospects, dans le but de l'envoyer aux sales, bien évidemment, la segmentation
devient votre meilleur pote. Ensuite, le lead nurturing. Le lead nurturing, ça consiste à la maturation des prospects. Et ça consiste à envoyer le bon contenu à la bonne personne au bon moment. En segmentant vos contacts sur base de qualités similaires, vous améliorez l'efficacité de vos efforts d'email market. Et vous obtiendrez bien sûr des résultats commerciaux derrière. L'élaboration d'une stratégie de segmentation est propre à chaque entreprise. Cependant, le segment le plus important dont la plupart des entreprises ont besoin pour la gestion des leads, ce sont les phases de cycle de vie d'un lead. Les phases de cycle de vie d'un lead sont généralement utilisées pour suivre la progression des contacts ou des entreprises dans votre processus de vente. Ces étapes indiquent où se trouve votre contact dans leur parcours d'achat au sein de votre entreprise. Dans HubSpot, vous trouverez une propriété phase de cycle de vie par défaut, qui permet d'étiqueter 8 étapes de cycle de vie différentes pour chaque prospect. Ces étapes, ce sont abonné, lead qualifié par l'équipe marketing, lead qualifié par l'équipe commerciale, opportunité, client promoteur et autres. Sachez bien en fait que cette propriété peut toujours être modifiée. Mais faites gaffe, elle ne peut pas être modifiée quand elle sera utilisée dans des workflows ou quand il y a des contacts qui ont des valeurs sur cette propriété. Donc, si vous voulez modifier vos phases de cycle de vie, les phases de cycle de vie de votre entreprise, là, il va falloir les modifier tant que votre plateforme est toujours vierge. Un peu plus tard, ça sera vraiment compliqué à faire. Mais rien n'est impossible, juste pour le savoir. Donc, par exemple, si vous vous envoyez un courrier, un email annonçant la mise à jour de votre logiciel, vous pouvez spécifier en fait d'envoyer ce courriel uniquement à votre segment de clients parce que c'est une mise à jour. Donc en fait, c'est des gens qui ont déjà votre solution. Vous pouvez également empêcher certains segments de phase de cycle de vie de recevoir certains types de communication. Par exemple, si vous envoyez un email offrant une démonstration gratuite d'un produit, vous pourriez spécifier de bloquer vos segments de clients ou d'évangélistes. Comme ils utilisent déjà votre produit, ils ne vont pas bénéficier d'une démo gratuite, bien évidemment. Lorsque votre entreprise commence à générer davantage de prospects, il est important que votre stratégie de segmentation évolue. La création d'un plus grand nombre de segments vous aidera à mieux vous engager auprès de chacun de vos leads. Vous pouvez commencer par créer des segments de type buyer persona. Ces segments peuvent vous aider à vous adresser à chaque prospect en fonction de ses objectifs et de ses besoins spécifiques. Si votre entreprise propose plusieurs produits ou services, la segmentation des prospects par intérêt pour le produit peut également vous aider à fournir un contenu et des informations qui les aideront à prendre leur décision d'achat. Pour vous assurer que votre base de données de contact est propre et à jour, la création d'un segment pour les prospects non engagés ou désinscrits vous permettra de vous assurer que vous ne vous engagez pas avec des contacts non pertinents et que vous ne gaspillez pas des ressources pour eux. Une fois de plus, la segmentation des prospects est différente pour chaque organisation, mais un bon point de départ consiste à créer des segments par phase de cycle de vie. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment je peux construire des segments dans HubSpot. Pour cela, il y a deux méthodes. Il y a la création des listes et il y a la création des vues enregistrées. Les listes. Je vais vous expliquer là et je vais vous montrer cela tout de suite sur HubSpot. Tout d'abord, pour les listes, nous avons deux types de listes différentes dans HubSpot.
on a une liste statique et une liste dynamique. Une liste statique inclut des fiches d'information qui répondent à un critère défini lorsque la liste est enregistrée. Les enregistrements peuvent également être ajoutés et retirés manuellement de ce type de liste. Les utilisateurs créent souvent des listes statiques lorsqu'ils envoient des courriels uniques, comme un email par exemple de vacances ou quelque chose sur une offre de durée limitée. Une autre utilisation en fait d'une liste statique, c'est lorsque vous souhaitez supprimer en masse des fiches d'information, contact ou entreprise de transaction de votre compte HubSpot. Le deuxième type de liste, c'est les listes dynamiques. Hop. Les listes dynamiques mettent automatiquement à jour les fiches d'information, contact entreprise, contact notamment, pas entreprise, parce que vous pouvez pas faire des listes pour les entreprises. Ça, c'est une faute sur la presse, excusez-moi. En fonction, et du coup, les dynamiques mettent à jour les fiches d'information en fonction des filtres et des critères que vous avez définis à la création de votre liste. Donc, les enregistrements sont automatiquement ajoutés à la liste lorsqu'ils répondent aux critères et ils seront supprimés automatiquement également de cette liste lorsqu'ils n'y répondent plus à ces critères. Donc, il est préférable d'utiliser des listes dynamiques si les membres de cette liste changent souvent. Par exemple, vous devriez créer une liste active pour vos phases de cycle de vie, car les leads changent souvent d'étape de cycle de vie. Donc, si vous envoyez régulièrement un bulletin d'information par email, vous devriez créer une liste dynamique pour vos abonnés, puisque les membres de ce groupe changeront au fil de temps. Et la deuxième méthode, en fait, pour créer des segments dans HubSpot, ça sera les vues qu'on vient de voir ensemble tout à l'heure. Donc, les vues enregistrées sont une fonctionnalité dans votre CRM qui filtrera votre enregistrement en fonction de la valeur de la propriété que vous avez définie pour l'analyse. Globalement, les listes sont utilisées pour les envois d'emails ciblés dans HubSpot, tandis que les vues enregistrées sont souvent utilisées pour une analyse rapide de segments. Comme nous l'avons mentionné, la segmentation est essentielle pour aider votre équipe market à organiser et à s'engager avec chacun de vos prospects uniques. Non seulement elle est indispensable à vos efforts de maturation de prospects, mais il est prouvé qu'elle permet d'obtenir des résultats pour vos initiatives d'email marketing. Avec l'aide de HubSpot, la segmentation de vos prospects vous permettra d'envoyer le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Et donc, avant que je passe à la partie d'après, je vais vous montrer comment on crée des listes sur HubSpot. Marie et puis chérie, j'ai vu vos questions. Je réponds en direct quand je finis ma présentation. On a une séance en fait de questions-réponses enfin. Hop, donc, pour créer mes listes, je vais sur mon HubSpot, je vais dans mes contacts, et ici, tout en bas, en fait, dans mon listing de contacts, j'ai les listes. Je crée des listes, j'arrive sur mes listes. Ok, donc voilà, j'ai mon listing ici. Je peux créer une nouvelle liste tout en haut à droite ici, créer une liste.
Je choisis en fait ma liste, c'est basé sur les contacts ou les entreprises, et je choisis le type que je veux, le type de liste que je veux avoir, liste dynamique ou liste statique. Donc, commençons par les listes statiques. Je dois donner un nom à ma liste, bien évidemment, et j'avance. Et donc, là, j'ajoute les filtres que je veux avoir. Donc, par exemple, je veux prendre les phases de cycle de vie, comme on a dit. Hop. Et les phases de cycle de vie, j'ai le choix en fait. Et l'un des, n'est aucun des, est connu. Là, ce sont les règles pour faire appel à vos valeurs. Et donc, par exemple, moi, je veux uniquement mes contacts qui sont qualifiés par l'équipe marketing comme phase du cycle de vie. HubSpot va mettre à charger ici. Il va vous donner un petit aperçu de vos données et il va vous donner même la taille estimée de votre liste. Si tout est OK pour vous, vous enregistrez la liste et HubSpot va mettre quelques minutes pour fournir la liste finale selon les critères que vous avez choisir. Donc là, c'est une liste statique. Donc c'est à ce moment, en fait, aujourd'hui, maintenant, le 14 avril à 10h10, que tous les contacts qui répondent à ce critère seront inscrits. Mais disons en fait que demain, j'ai un autre contact qui est devenu lead qualifié par l'équipe marketing. Non, il ne sera pas inscrit parce qu'il sera après la date de création de ma liste. Donc, ça, c'est pour ma fameuse liste statique. Je peux avoir le deuxième type, les listes dynamiques. Ça sera test 3. Allez. Hop. Et là, c'est les critères. Je vais prendre exactement le même critère que j'ai choisi. Pourquoi j'ai pas les... ouais, il faut que je choisisse propriété contact. Phase de cycle de vie. Je vais prendre exactement le même exemple. Je vais prendre les équipes qualifiées par l'équipe, les contacts qualifiés par l'équipe marketing. Je vais enregistrer ma liste. Ça va charger ici. Mais l'utilité de cette liste dynamique, c'est que demain, si un nouveau contact est devenu lead qualifié par l'équipe marketing, il va s'enregistrer dans cette liste. Si après-demain, ce même contact est devenu lead qualifié par l'équipe sales, il sera désinscrit de cette liste automatiquement. OK. Donc, voilà pour les listes. Et donc, maintenant, en fait, que vous avez créé vos listes, maintenant que vous savez que vous êtes bien équipé pour segmenter vos différents leads et vos différentes entreprises, la question suivante se pose. Quels leads doivent être transmis à votre équipe de vente? Comme le marketing et les ventes et l'équipe vente sont tous les deux impliqués dans la gestion des leads, déterminer qui est responsable de chaque lead peut être une source de confusion. Et donc, pour déterminer quels prospects ont besoin d'un suivi plus poussé de la part de votre équipe market et lesquels sont prêts à être transmis à votre équipe commerciale, vous devez intégrer la qualification des leads dans votre processus de gestion des prospects. La qualification des leads est le processus d'identification de leads qui sont prêts entrer dans votre processus de vente. Si l'on considère le parcours d'un prospect jusqu'à l'achat, la plupart des prospects qui entrent dans votre base de données auront besoin d'une maturation supplémentaire avant d'être prêts à l'achat. C'est pour cela que la segmentation est essentielle pour proposer aux bons prospects aux bons prospects les campagnes de maturation les plus pertinentes. Parfois, il suffit qu'un contact
il suffit d'un seul contact avec le vendeur pour que le client prenne conscience des avantages de votre produit ou service et soit prêt à acheter. C'est ainsi que la qualification des leads peut aider votre équipe commerciale à découvrir de nouvelles opportunités de vente pour votre entreprise. La qualification des leads vous aidera à identifier ces leads qualifiés pour la vente afin que votre équipe commerciale puisse y répondre rapidement. Cependant, il y aura un certain nombre de leads qui entreront dans votre base de données et sont prêts à entrer dans votre processus de vente. Ces prospects sont considérés comme des prospects qualifiés pour la vente directe dès le début. La qualification des leads vous aidera va aider votre équipe de vente à découvrir de nouvelles opportunités de vente pour votre entreprise. Pour savoir en fait comment qualifier vos leads, il y a deux grandes étapes. Tout d'abord, vous devez définir c'est quoi un prospect qualifié pour votre entreprise, et ça, c'est propre à chaque entreprise, il n'y a pas de règle fixe. Et sur cette base, vous devez ensuite utiliser les automatisations de HubSpot pour identifier ces prospects qualifiés. Maintenant, en fait, que vous savez comment gérer vos prospects, comment vous allez les organiser, comment vous allez créer des propriétés, comment vous allez créer des segments, il ne reste qu'une seule chose, c'est d'importer vos données sur HubSpot. Et donc, pour importer des données sur HubSpot, il y a 3 étapes, entre guillemets faciles, à suivre pour importer vos données dans HubSpot. La première consiste à organiser vos données qui sont en dehors de votre CRM dans une feuille de calcul Excel, sauvegardée sous format CSV ou XLSX, ce que vous choisissez. HubSpot, il comprend les deux formats. Deuxième chose, vous allez utiliser l'outil d'import de HubSpot pour télécharger vos données sur votre plateforme. Et la dernière chose, ça sera que vous allez commencer à utiliser ces données et les personnaliser pour vos interactions. Une fois vos données importées, vous serez en mesure de suivre ces données et donc les mouvements de vos contacts tout au long de votre activité. Des étapes de transaction aux enregistrements individuels des contacts. Vous pouvez personnaliser votre CRM en fonction des besoins de votre entreprise. Mais tout commence ici. Avant de commencer un port, il faut savoir il faut suivre cette fameuse checklist. Donc, ce que vous devez préparer avant de faire un import. Et pour s'assurer en fait que ce processus va se dérouler sans problème et bien évidemment sans erreur. Donc, vous disposez d'une liste de contrôle de pré-import comprenant les éléments suivants. Donc, la première chose, ça sera le fait de préparer le fichier d'import, faire correspondre les propriétés sur HubSpot, reviser les propriétés personnalisées, vérifier les propriétés avec les types d'enregistrement et enfin supprimer les espaces vides. Donc, passons en revue chaque étape très rapidement avant que je vous montre comment faisons un import sur HubSpot. Donc, tout d'abord, préparez le fichier d'import dans HubSpot. Pour importer vos données dans HubSpot, vous devez convertir votre fichier en CSV ou XLSX. Lors de l'import, assurez-vous que chaque élément d'information dispose d'une colonne unique dans ce fichier d'import. Pour ce faire, incluez des lignes en tête de votre fichier d'import et associez chaque en tête de colonne une propriété. La déduplication des contacts. Les contacts sont dédupliqués sur base de l'adresse email, qui est un identifiant unique pour HubSpot. Donc, en fait, si vous avez le même contact sur la même fiche, mais avec le même email, il sera créé une seule fois. Même chose pour les entreprises. L'ID unique pour les entreprises
c'est le nom de domaine de l'entreprise, le site web de l'entreprise. Donc, si vous avez des doublons en termes d'entreprise, mais qui ont le même nom de domaine d'entreprise, ben, ça sera une seule fiche d'information qui sera créée dans HubSpot. S'il n'y a pas l'ID unique, donc vous allez vous retrouver avec beaucoup de doublons suite à votre import. Hop. Une petite tip ici, en faisant votre import, si le paramètre clé est associé automatiquement des entreprises aux contacts et activé, les contacts seront automatiquement associés aux enregistrements des sociétés, de l'entreprise, après l'import, en faisant correspondre le nom de domaine de l'entreprise avec l'adresse email du contact. Et comme ça, HubSpot, il va faire l'association des deux éléments sans que vous avez besoin à le faire. Ensuite, la deuxième chose dans la checklist pré-import, il faut faire correspondre vos propriétés entre elles. HubSpot dispose d'un certain nombre de propriétés prédéfinies non modifiables dans lesquelles sont stockées des informations importantes sur vos contacts. Si vous importez des propriétés qui sont déjà des propriétés par défaut d'HubSpot, assurez-vous que la valeur interne est stockée dans assurez-vous de la valeur interne stockée dans HubSpot. Pardon. Vous ne pouvez pas modifier certaines propriétés par défaut de HubSpot. Par exemple, l'étape de cycle de vie, les statistiques ne doivent pas correspondre aux valeurs HubSpot. Donc, bon, là, cette partie, c'est à modifier, mais si on n'a pas des valeurs, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, en fait, pour votre import, dans vos propriétés, ce qu'il faut prendre ici, ce sont les valeurs internes. Donc, en fait, vous, dans votre propriété, vous allez avoir cette fenêtre. Libellé, en fait, c'est le nom affiché sur votre plateforme et après, la valeur interne. La valeur interne, c'est celle qui est utilisée pour des connexions API et pour des imports, bien évidemment. Donc, par exemple, vous allez importer des contacts qui sont des abonnés. Donc, il va falloir mettre dans la colonne phase de cycle de vie, dans votre fichier d'import subscribe. Si vous vous mettez abonné, vous allez vous retrouver avec des erreurs. Et cette règle, c'est la règle d'or à appliquer sur tous vos imports. Valeur interne, c'est votre référence pour toute et n'importe quelle propriété. Ensuite, il faut vérifier que les propriétés que vous souhaitez importer et qui sont personnalisées, qui sont déjà créées sur HubSpot. Il ne faut pas oublier cela, bien sûr. Et vérifier les propriétés avec les types d'enregistrement. Assurez-vous d'avoir bien fait la distinction entre les propriétés contact et les propriétés entreprise et les propriétés transactions. Enfin, oui, il faut supprimer les espaces vides de votre fiche de calcul. Et donc, les propriétés qui seront associées aux différents types d'enregistrement sont-elles claires? Par exemple, la propriété nom de société est répertoriée comme une propriété entreprise et non pas comme une propriété contact. En examinant les propriétés personnalisées que vous avez créées, en vous assurant qu'elles correspondent au bon type d'enregistrement, vous pouvez continuer à importer les données les plus utiles et les mieux organisées. Donc, passons à notre petit exemple d'import. Donc, en fait, c'est ça la forme du fichier que vous devez avoir pour faire un import. Une colonne par propriété. Et ici, dans le titre, soit c'est la même chose. Soit vous mettez le nom de la propriété que vous avez, telle qu'elle est, le libellé, soit vous mettez le nom interne. De toute façon, cette partie, le mapping de propriété peut être toujours rattrapé durant un import. Donc, dans mon exemple,
Moi, j'ai pris des différentes propriétés, nom, prénom, email, numéro de téléphone, date de naissance, pays de naissance, phase de cycle de vie, rôle d'achat, propriétaire du contact. Ce sont des propriétés de type différentes, pour faire l'exemple. Donc, nom, prénom, email, c'est du texte, numéro de téléphone également. La date de naissance, ça sera une propriété date. Et là, il faut bien mutualiser la forme de date que j'ai. Soit, en fait, j'ai des formes de date à la française, jour, mois, année. Soit, en fait, j'ai le modèle à l'américaine, mois, jour, année. Sachant que HubSpot est par défaut paramétré sur le système américain. Donc, il va falloir faire une petite manip ici que je vais vous montrer. Pays de naissance, là, les listings des valeurs internes que j'ai sur HubSpot. FRA, ça représente France. DEU, ça représente l'Allemagne. Deutschland, FIN, Finland, et ainsi de suite. Les phases de cycle de vie, même chose, ce sont les valeurs internes. Customer, c'est ce qui va m'afficher client. Marketing Qualified Lead, et ainsi de suite. Le rôle d'achat, c'est une propriété que j'ai. Et dernière chose, le propriétaire de mon contact. Donc, pour faire l'import, je reviens sur ma plateforme HubSpot. Je vais sur mes contacts ou mes entreprises. Ça dépend qu'est-ce que je veux importer exactement. Dans mon cas, ça sera des entreprises, des contacts, pardon. J'arrive sur ma fiche des contacts, j'appuie sur importer, en haut à droite ici, à côté de créer un contact. J'appuie ensuite sur démarrer un import. Et là, j'arrive sur les paramètres de mon import. Donc, je choisis fichier local, fichier. Ça dépend si je veux importer plusieurs objets à la fois, donc entreprise, transaction, contact d'un seul coup, ou je veux importer des contacts ou des entreprises ou des transactions toutes seules. Donc, dans mon cas, ça sera des contacts et ça sera un seul objet. Donc, je choisis mon objet qui sera contact. Et là, il faut que je glisse mon fichier. Donc, je reviens sur mon fichier ici. Et l'étape que j'ai, qu'il ne faut pas oublier ici, c'est qu'il faut supprimer les colonnes et les lignes vides. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des erreurs. Donc, il faut que votre fichier ait cette forme, uniquement les lignes et les colonnes utilisées. Ensuite, je le télécharge sous format, comme on l'a dit, soit Excel classique, soit CSV. Et là, je reviens sur ma page d'import. Je prends mon fichier, je le glisse ici. Moi, je n'ai pas de contact ID. Ce choix ici, c'est dans le cas où vous exportez des contacts déjà sur HubSpot et que vous allez les mettre à jour. Et donc, en fait, vous pouvez utiliser l'ID contact comme identifiant unique. D'accord, mais ce n'est pas mon cas ici, donc je continue. Et le titre de mes colonnes, il est en français, on est bien d'accord. Je fais suivant, et là, j'arrive en fait sur le mapping de propriété. Donc, j'ai le nom, c'est une propriété contact, et du coup, c'est la propriété nom. Prénom, prénom, ainsi de suite. Email, propriété contact, email, numéro de téléphone, tac, tac, tac. Et donc, j'ai une petite erreur là. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est que HubSpot, il ne comprend pas par défaut le format de date française ou à l'européenne en général. Donc, il faut lui préciser cela. Donc, il faut tout simplement appuyer sur l'erreur et dire à HubSpot que non, c'est pas ça le format que j'ai. Moi, j'ai le format jour, mois, année.
Et hop, je choisis là, et là, j'ai plus d'erreur. Bon, il a compris que c'est ça le bon format. Pays de naissance, tac, 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 phase de cycle de vie, rôle d'achat, propriété contact. Voilà, tout est OK pour moi. Ben, ça a l'air bon. J'avance. Puis sur suivant. Là, je donne un nom à mon import. Import webinaire Copernic. Je peux même créer des listes à partir de cet import, mais ça, je peux le faire plus tard. Et il faut cocher cette phase en fait pour confirmer à HubSpot que ben, ce sont vraiment des clients qui nous appartiennent, qui ne sont pas achetés, loués ou annexés. Et donc, vous avez encore une fois ici le format de date. Donc, ben, ça peut arriver en fait que ça change en fait entre cette étape et l'étape qu'on a fait. Donc, il faut bien vérifier cette partie, jour, mois, année, et hop, je termine mon import. Là, mon import ben, est en cours de traitement. Ben, généralement, un import, ça prend quelques minutes à être fait ou ben, grand maximum 1 ou 2 heures si vous avez importé des données par milliers. Genre, ici, en fait, on parle de plus de 50 000 données d'un seul coup, par exemple. Et donc, ben voilà, mon import est terminé. Et donc, ben, il m'affiche ici, ben, j'ai eu combien de nouveaux enregistrements. Ben, est-ce qu'il y avait déjà l'un de ces enregistrements sur HubSpot et qui a été mis à jour? Non, c'est pas mon cas. Et ici, le nombre d'erreurs si j'ai des erreurs. Ensuite, je peux afficher mes contacts et je peux créer des listes de contacts. Donc, en fait, il y a les deux petits boutons ici pour voir ben, liste de contacts ou télécharger le fichier initial. Ou si vous avez des erreurs ici, vous allez avoir ben, une option en plus, dans plus ici, qui va vous dire ben, télécharger le fichier d'erreur pour que vous puissiez le télécharger et comprendre ils sont où mes erreurs exactement. Et donc, voilà, j'ai mes contacts sur HubSpot. Je peux les afficher. Et hop, là, j'ai mes... Voilà, les 4 contacts. Le propriétaire de contact, c'est moi, comme je l'ai mis. Tac, tac, tac. Toute la data a l'air pas mal. Je peux aller même vérifier les autres propriétés que j'ai importées. Et là, je passe dans la fiche d'information du contact. Et là, je trouve ben, numéro de téléphone hein, que j'avais sur mon fichier d'import, la date de naissance, la birth country, et là, en fait, ben, il m'affiche ben, la libellé de ma propriété et non pas la valeur interne que j'avais dans mon fichier FRA, et la phase de cycle de vie, le rôle d'achat et le propriétaire du contact, qui est moi-même également. Donc, voilà, on a fait un import avec succès. Et donc, je reviens sur 13 et je commence à répondre à vos questions. Donc, j'ai combien de questions là? J'ai 4 questions. D'accord. La première question de Pulcherie Matsodum. Voilà. Donc, comment automatiser l'évolution du statut du lead dans HubSpot? Comment automatiser cela? Ben, vous allez utiliser les workflows. Ben, les workflows sur HubSpot et vous allez définir des critères d'inscription de contact dans votre workflow.
Et vous allez mettre à jour la propriété et statut de lead. Donc, pour vous montrer ça très rapidement, je vais partager mon écran également et vous montrer comment on peut faire une telle chose. Par exemple, non, c'est là, hop, ce sera ici. Ouais. Donc, pour cela, il faut aller dans votre outil Workflow et créer un petit workflow, en fait, pour mettre à jour les statuts du lead. Et hop, là, je vais commencer mon workflow qui va se baser sur les contacts, par exemple. Workflow vide. Et là, tout simplement, en fait, avec un petit workflow, je vais définir les critères, en fait, de les contacts que je vais inscrire. Donc, par exemple, je vais prendre les contacts, par exemple, qui ont adresse email, par exemple, adresse postale. Je vais choisir tous les contacts pour lesquels l'adresse postale est connue, un contact qui a une valeur dans cette propriété, et par exemple, et que je connais sa date de naissance. Par exemple, ça c'est pas le bon exemple, mais c'est juste en fait pour vous montrer comment faire. Donc par exemple, si le contact il a une adresse postale et que je connais sa date de naissance, hop, je peux définir ici la valeur de propriété, soit en fait c'est la phase de cycle de vie ou c'est la propriété statut du lead. Hop, ça par exemple, pour moi, si j'ai un contact pour lequel j'ai ces data, je vais le mettre en statut nouveau. Et là, en fait, voilà, j'ai mon critère d'inscription, ce que va faire le workflow derrière en automatique. Voilà, voilà. Donc, j'espère que tu as eu la réponse que tu cherchais, Pulcherie. Ensuite, je passe à la deuxième question de Marie Belluc. Personnalisation des champs. Est-ce que c'est possible de faire apparaître la valeur si, exemple, je choisis un type d'entreprise en tant que partenaire, est-ce que c'est possible alors que si et seulement si le type partenaire est sélectionné, alors une autre case apparaît avec, par exemple, par intégrateur, par techno. Oui. Oui, c'est possible. Mais là, en fait, c'est possible plutôt, en fait, ouais, pas dans HubSpot direct. Dans HubSpot, si tu as un choix autre, ou par exemple, si la personne fait le choix de type partenaire, qu'on lui affiche une nouvelle propriété, c'est quoi ce type de partenaire? Intégrateur ou techno, ça peut s'appliquer plutôt en fait sur les formulaires, en créant des formes, des champs dépendantes, en fait. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai un formulaire nom, prénom et type de partenaire. Par exemple, si je choisis le type de partenaire autre, par exemple, qu'il m'affiche une nouvelle propriété qui n'était pas affichée à la base, qui demande de préciser c'est quoi l'autre. Donc ça s'applique sur les formulaires. Quel que soit en fait, ce sont des formulaires à usage interne ou à usage externe. Mais sur HubSpot lui-même,
dans le listing de propriétés, non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous allez avoir une propriété, le type de partenaire avec les différents types et le choix autre, et une autre propriété qui va s'appeler type de partenaire autre précision, par exemple. Et c'est là, en fait, que votre commercial ou votre chargé de ce compte, en fait, qui doit faire gaffe à remplir la valeur. Mais de toute façon, vous pouvez toujours imposer des propriétés obligatoires à remplir selon la phase de cycle de vie ou selon l'avancement de vos fiches d'information. Comme ça, vos chargés, vos commerciaux ne zappent pas le fait de remplir une certaine propriété. J'espère que j'ai bien répondu à ta question, Marie. Je passe à la question suivante. Souleyman Kamara. Est-il possible de faire des extractions en CSV, par exemple, ou en PDF? Oui, tu peux extraire tes data direct depuis HubSpot sous forme CSV ou sous forme Excel. Sous forme PDF, j'ai un petit doute là-dessus. Mais je viens sur mon HubSpot pour que je puisse voir cela et pour que je puisse vous montrer comment exporter votre listing. Donc voilà, disons en fait que vous voulez exporter vos contacts. Ou par exemple, pas vos contacts plutôt, mais plutôt vous voulez exporter la vue que vous avez créée, par exemple, pour être plus précis. Donc je vais prendre la vue que j'ai créée tout à l'heure, la test 2. Et là, je peux aller sur Action du tableau, ici, et exporter l'affichage. Et là, HubSpot, il m'affiche une nouvelle fenêtre qui donne le choix sur plein d'autres choses. Donc, en fait, je choisis le format de mon fichier. Bon, c'est CSV, XLS, XLSX seulement. Il n'y a pas de PDF, Suleiman. Et je choisis les propriétés que je veux avoir. Donc, est-ce que je veux uniquement les propriétés dans ma vue ou toutes les propriétés que j'ai sur la fiche d'information? Je peux choisir les contacts ayant plusieurs emails. Tac, tac, tac. Tout est OK. J'exporte. Et là, votre export, il sera envoyé sur votre boîte email directe. Bon, j'espère que j'ai répondu à ta question, Suleiman. Olga, pourrait-on avoir les slides après la présentation? Tout à fait. La présentation ici, elle sera vous partagée après après la séance. Ne vous inquiétez pas. Darani, est-il possible d'automatiser des emails en fonction des statuts du lead? Tout à fait. Tout à fait. Et cela, en fait, va se faire à l'aide des workflows également. Donc, tout simplement, vous allez créer un petit workflow qui dit, par exemple, tout contact qui sont des marketing qualified leads, dès qu'ils le deviennent, je veux leur envoyer un petit email. Donc, pour cela, je vais revenir sur mon fameux workflow que j'ai créé tout à l'heure. Et là, bon, moi je veux pas, je vais changer mes actions, bien évidemment.
D'accord, et je vais changer mes critères, bien évidemment. Donc, mes critères. Donc, là, voilà, je recommence à zéro, j'ai un workflow vide, je vais définir les critères, je vais prendre, par exemple, je vais choisir mon critère, la phase de cycle de vie, par exemple, je vais prendre lead qualifié par l'équipe market, je vais ajouter ce filtre, et hop, là, en fait, voilà, j'ai mon critère d'inscription, qui est tout contact ayant qu'en phase de cycle de vie lead qualifié par l'équipe market. Et là, en fait, je choisis mon action, en fait, et je vois, en fait, il y a la section communication externe, envoyer un email, et c'est là, en fait, que vous pouvez envoyer vos emails market en automatique. Il va falloir, bien sûr, les créer tout d'abord dans votre outil email de HubSpot, et après, le publier, bien évidemment, parce que s'il n'est pas publié, il ne sera pas affiché ici. Et ensuite, vous choisissez l'email que vous voulez. Voilà l'email. Et donc, voilà. Donc, maintenant, si je publie mon workflow, tout contact qui répond à ce critère, il va recevoir cet email. Et c'est pas juste à l'instant T. Tant que le workflow est actif, ça sera le cas pour toujours. Donc, disons en fait, dans 2 semaines, il y a un nouveau contact pour lequel vous avez mis à jour sa phase de cycle de vie en lead qualifié par l'équipe marketing. Donc, hop, il va s'inscrire dans ce workflow et il va recevoir l'email de relance. Voilà. J'espère que c'était bon, Darani, que j'ai répondu à ta question. Tac. Melvin. Donc, est-il possible d'utiliser les datas des réunions dans un workflow? Exemple, le sales a un call avec un prospect. Il a planifié ensuite un rendez-vous physique avec l'union. Avec l'union ici, je crois que tu parles bien évidemment en fait des réunions HubSpot avec un commercial. Est-il possible d'envoyer un SMS à ce commercial 10 minutes avant son rendez-vous avec les infos? Oui, tout à fait. Oui, c'est possible. Donc, en fait, dans mes workflows, ici, je reviens sur mon fameux workflow. Déjà, en fait, pour envoyer un SMS, il faut que vous ayez une intégration, en fait, qui s'occupe des envois de SMS. Donc, en fait, par exemple, Sakari ou Aircall ou Ringover. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose à gérer de votre côté avant de commencer à construire le workflow. Et, tout simplement, moi, je dois prendre les critères. Hop, là, je vais changer de critère d'inscription. Pardon, là, je vais enlever mon critère. Et donc, en gros, moi, je veux utiliser des critères qui se basent sur les réunions. Et donc, en fait, ce sont les réunions de HubSpot. On est bien d'accord. Parce que sinon, je ne peux pas les utiliser pour déclencher des workflows. Ou sinon, en fait, si vous avez un autre outil de réunion intégré à HubSpot, qui partage la data avec HubSpot. Et donc, dans ce cas, on peut utiliser cette data pour déclencher le workflow. Donc, des outils de réunion à part HubSpot. Nous avons Calendly et Chili Pepper qui sont super avancés sur cette partie. Donc, on va prendre les propriétés activités. Par exemple, ce que je cherche, en fait, mon critère, il sera pas sur le contact, il sera plutôt, en fait, sur les propriétés activités, parce que les activités sont considérées comme un objet à part dans HubSpot. Donc, par exemple, voilà, vous avez les différents choix, les différentes propriétés de réunion, description, heure, lieu, rendez-vous, nom, ainsi de suite. Donc, en fait, je vais mettre, par exemple, nom de la réunion est connu, tout simplement. Est connu, ça veut dire, en fait, qu'on a une valeur pour cette data, tout simplement, quel que soit, en fait, c'est X, Y ou Z. Et donc, voilà, nom des réunions est connu. Et date de réunion est également connue. Restons sur la date plutôt. C'est même pas en fait, c'est
heure de début de réunion est connue. Voilà, est égal à nom est connu. Et hop. Et là, en fait, la date est connue. Et donc, hein, je retarde d'un certain temps. Ben, je fais le retardataire en fait que je veux mettre en place ou je retarde à ce que l'événement se produise. Ben, c'est à vous de choisir le critère que vous voulez avoir. Et ensuite, vous pouvez envoyer un SMS si vous avez, comme on l'a dit, si vous avez ben, une intégration avec Sakari, Aircall ou Ringover, ben, vous allez avoir ici ben, une option envoyer un SMS. Et donc, vous pouvez envoyer directement votre SMS depuis ici. Par exemple, nous, sur ce compte, on a un envoi des messages via WhatsApp. Donc, on a une intégration pour cela. Et donc, je peux utiliser cela, en fait, pour envoyer mon email. J'espère que j'ai répondu à ta question, Meveline. Tu as corrigé quelque chose là avant les enfants récoltés sur le prospect lors d'un call. Bon, en fait, les enfants récoltés d'un prospect lors d'un call ou lors de tout et n'importe quoi, ça se traduit sur des propriétés. Et toute propriété peut être utilisée pour déclencher un workflow. En fait, voilà, vous avez ici votre déclencheur. Vous mettez ici, vous cherchez la propriété que vous voulez avoir, quels que soient ses contacts, entreprises, transactions, activités, ligne de produits, liste, soumission de forme, email market, abonnement, import, vue de page, produit, même des événements comportementaux, si ça vient d'un autre workflow, call to action, interaction publicitaire, et même vous allez avoir des propriétés propres à des intégrations que vous avez faites. Par exemple, ici, sur ce compte, on a l'intégration Eventbrite pour créer des événements et on a WhatsApp. Donc, en fait, vous pouvez utiliser tout ça comme critère d'inscription. Il faut juste savoir c'est quelle propriété, la choisir les bonnes valeurs, retarder d'un certain temps et après définir des actions qui se basent sur cela. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'ai encore 2 questions. Il nous reste encore 9 minutes. D'accord. Guillaume, peut-on avoir une rapide revue de l'intérêt de modules marketing et CSM, CMS, je pense, ouais, CSM, sur HubSpot? Bon, là, en fait, j'aimerais bien, Guillaume, le faire, mais sauf que il y aura un autre webinaire plus tard, en fait, qu'on va annoncer bientôt, qui va parler explicitement de ces modules marketing et le CSM. Et donc, ce sera encore un petit webinaire de 2 petites heures. Donc, ne t'inquiète pas, juste, il faut suivre notre page sur LinkedIn et Facebook ou sur notre site direct. Darani, peut-on avoir le nombre de contacts sous forme de différentes leads? Par exemple, combien de personnes sont en tentative de contact hier? Ok. En tentative de contact. Bon, c'est quoi une tentative de contact pour toi? Si, par exemple, la tentative de contact, c'est le résultat des appels, par exemple. Donc, si vous prenez votre téléphone, vous appelez toujours, vos contacts, d'accord? Et donc, en fait, vous voulez savoir, en fait, il y a eu combien de tentatives de contact hier, par exemple, ou combien de calls ont abouti, ou combien de calls, en fait, ont abouti, mais qui ne vont pas servir plus tard. Dans ce cas, il va falloir utiliser les activités qu'on a vues en fait au début du webinaire et consigner vos appels ou vos rendez-vous dans HubSpot. Donc, comment on fait ça? Ok.
Donc ça, en fait, ouais, c'est les résultats de ton rendez-vous, tout simplement. Et donc ça, en fait, soit en fait, tu as une intégration native qui fait cela directement en automatique, soit en fait, c'est à toi de le faire. Donc disons en fait que tu as une solution de téléphonie connectée à HubSpot. Prenons l'exemple de AirCall. Donc tu prends ton AirCall et tu commences à appeler. Si la personne elle répond pas, donc ça va, et si ton AirCall il est intégré à HubSpot, tu vas pouvoir la data va directement remonter ici dans l'onglet appel, sur mes activités. D'accord? Sinon, si tu n'as pas une solution, intégrée à HubSpot, si tu utilises ton téléphone classique, donc il va falloir en fait que quand tu finis ton call, que tu consignes ton call ici, dans l'onglet appel, tu consignes un appel. Et là, tu vas devoir mettre le résultat de ton appel, par exemple, occupé, connecté, à laisser un message, aucune réponse, mauvais numéro. Et le type d'appel, là, en fait, tu peux les paramétrer sur ta plateforme, les différents types qu'on fait, type démo, type présentation, type achat, par exemple. Tac, 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 et tu vas mettre ce que tu veux ici, et tu vas consigner ton activité sur HubSpot. Il sera affiché ici. Et donc, sur base de cela, tu vas pouvoir créer des listes en fonction des critères d'activité d'appel. Après, donc, par exemple, moi, je vais prendre le résultat là, c'est, par exemple, celui-là, il était connecté. Et donc, ensuite, je vais créer une petite liste ici, ou un rapport, si tu veux. Non, il y a les deux choses. Je vais créer une liste. Ça sera une liste statique, par exemple, test 4. Et là, je vais chercher mes propriétés activités. Voilà, je vais chercher les appels. Bon, là, c'est les réunions, là, c'est les tâches, là, c'est les engagements, là, c'est l'appel. Voilà, source, résultat de l'appel, par exemple, il est connecté. Voilà, j'ajoute mon critère. Je peux ajouter un autre fil, en fait, un autre filtre pour, par exemple, filtrer par date. Par exemple, je veux uniquement l'école connectée d'hier, uniquement. Et là, je vais avoir une liste en fait de tout contacts qui répondent à ce critère. J'espère avoir répondu à ta question, Darani. Donc, avez-vous d'autres questions? Bon. Dans ce cas, je vous remercie pour votre présence. J'espère avoir répondu et avoir éclairci pas mal de points en fait et que vous pouvez décoller maintenant sur votre HubSpot. De toute façon, je reste joignable par email si vous avez des questions sur l'email marc@agence-copernic.fr si jamais vous en avez besoin. Et sinon, vous allez recevoir de notre part, après ce webinaire, vous allez recevoir la présentation avec tous les éléments qu'on a vus ensemble aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une excellente journée.